C'était le court mot laissé par ma sœur, Manon, et les mots écrits dessus étaient d'un égoïsme inimaginable. Le mot avait été laissé dans mon nouveau pavillon de banlieue, celui que j'avais finalement réussi à acheter il y a quelques mois à peine, après des années de travail acharné pour réaliser mon rêve. Ce jour-là, à 17h, j'ai reçu un email de validation finale d'un client, clôturant un autre projet en tant que graphiste freelance, et j'ai pris la route pour rentrer chez moi. Mais en arrivant en haut de la colline qui menait à ma maison, j'ai vu quelque chose d'étrange. La porte d'entrée, que j'étais sûr d'avoir verrouillée à double tour, était entr'ouverte. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, lourd d'inquiétude. Je me suis garée en silence, j'ai retenu mon souffle et je suis entrée. La maison était plongée dans un silence anormal. L'odeur familière du bois neuf se mêlait à une douceur écœurante, une odeur de bonbons chimiques. En entrant prudemment dans le salon, j'ai vu une simple feuille de papier à lettres posée bien en évidence sur la table à manger en noyer. C'était cette lettre, celle qui marquait le début de mon enfer personnel. Ce cauchemar n'était pas sorti de nulle part. C'était le résultat inévitable de tant d'années d'égoïsme de la part de Manon et de nos parents. La maison n'était achevée que depuis quelques mois. C'était mon espace parfait, un havre de paix où personne ne me dérangerait, où je pouvais me consacrer entièrement à mon travail et profiter d'un temps qui m'appartenait vraiment. C'était le rêve de toute une vie. Mais cette paix avait été brisée si facilement par Manon. Avec son mari Paul parti pour une mission de longue durée dans la Marine nationale, Manon avait commencé à déposer ses enfants chez moi sous prétexte que ce serait juste pour un petit moment. Au début, ce n'était que pour quelques heures, puis une demi-journée. Et très vite, mes week-ends, du matin au soir, s'étaient transformés en garderie pour 6 enfants bruyants courant partout dans ma maison. Les réseaux sociaux de Manon étaient toujours remplis de publications de mamans parfaites et de photos adorables de ses 6 enfants. Vie des mamans comblées, bonheur famille nombreuse. Mais je savais ce qui se cachait derrière cette façade glacée. Son rôle de mère ne durait que quelques minutes, le temps que l'obturateur de son appareil photo clique. Dès que les photos étaient prises, les enfants étaient livrés à eux-mêmes pendant qu'elle était obsédée par le nombre de « likes » sur son téléphone. Bien sûr, nos parents connaissaient aussi la vérité. Pourtant, ils refusaient d'aider. Ma mère soupirait et disait « Nous avons notre propre vie, tu sais. Et puis, tu vis seule dans cette grande maison. C'est tout naturel que tu aides ta sœur. » Oui. Pour eux, mon sacrifice était naturel. Ils jouaient sur ma compassion, sachant que je ne pourrais pas tourner le dos aux enfants. Et ainsi, ma maison devenait lentement une zone de non-droit pour des enfants délaissés par leur mère. Pourtant, je ne pouvais pas les repousser complètement. C'était à cause de ces moments fugaces où leurs yeux se remplissaient soudainement de solitude. Tata Camille, quand est-ce que maman vient nous chercher ? Entendre l'aîné chuchoter cela depuis le coin du canapé me déchirait le cœur. Ces enfants n'y étaient pour rien. Ils ne savaient simplement pas ce qu'était l'amour. Si supporter cela signifiait leur donner ne serait-ce qu'un petit sentiment de sécurité, alors je pouvais le supporter. C'est ce que je me répétais encore et encore en enfouissant mes propres sentiments. Mais ma gentillesse n'était rien d'autre qu'une faiblesse. Une faiblesse que Manon et nos parents exploitaient sans hésitation. Et puis, il y a une semaine, je lui ai finalement posé un ultimatum. Manon avait débarqué à l'improviste, encore une fois, avec les 6 enfants à sa suite. Désolée, Camille. J'ai ce déjeuner super important avec mes amies influenceuses aujourd'hui. S'il te plaît, garde-les jusqu'au soir. D'accord. Cette fois, j'ai refusé catégoriquement. Non, Manon. J'ai une réunion importante aujourd'hui. Ce sont tes enfants. Tu dois t'en occuper toi-même. Mais Manon a fait semblant de ne pas m'entendre et a fait entrer les enfants chez moi de toute façon. D'accord, alors. Je compte sur toi. Elle a dit ça joyeusement et s'est retournée pour partir. Pendant que je me disputais avec elle sur le pas de la porte, les enfants s'étaient déjà éparpillés à l'intérieur. Manon, attends. J'ai essayé de lui courir après, mais c'est là que c'est arrivé. De mon bureau, un grand fracas a retenti. Un instant plus tard, un cri. Un des enfants de Manon. Je me suis précipitée dans la pièce.
une étagère était tombée. Je l'ai relevée, j'ai ramassé les documents éparpillés et j'ai vérifié si mon matériel coûteux était endommagé. Tout cela n'a pris que quelques minutes. Quand je suis revenue dans le salon, Manon était partie. Sa voiture, qui était garée devant la maison, avait disparu aussi. C'est exact. Dans ce bref moment de chaos, elle s'était éclipsée, laissant ses 6 enfants chez moi pendant qu'elle partait à son déjeuner. Je suis restée là, stupéfaite. Puis, tremblant de rage, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. J'en ai assez. Tu ne peux pas continuer à utiliser ma maison comme une garderie gratuite. Ne reviens plus jamais ici. C'était il y a seulement une semaine. Et maintenant, cet abandon massif était sa réponse à mon avertissement. Alors que je me tenais là, serrant encore le mot de Manon, 6 petites silhouettes sont apparues devant moi. Ils m'ont regardé avec de grands yeux innocents, comme s'ils n'avaient rien fait de mal. Le plus jeune, un petit garçon de 2 ans, serrait une poignée collante de chocolat. Des taches maculaient ses joues et le mur de mon salon. Seul l'aîné, un garçon de 10 ans, détournait le regard, gêné. Sans un mot, je me suis détournée d'eux et je me suis dirigée vers l'étage, vers mon bureau. Mais quand j'ai ouvert la porte, la vision qui m'a accueillie m'a figée sur place. Mon espace de travail, le cœur de ma carrière, avait été transformé en cabane secrète pour enfants. Il y avait des gribouillages partout sur les murs. Mes précieux livres de design étaient empilés négligemment sur le sol, de petites empreintes de pas courant dessus. Et puis mes yeux se sont posés sur quelque chose qui m'a coupé le souffle. Un cadre gisait brisé dans un coin. C'était mon design le plus célèbre, l'œuvre qui m'avait valu la reconnaissance lors d'un concours international, celle qui m'avait aidé à économiser assez pour l'apport de cette maison. Je l'avais encadré comme un symbole de fierté et d'accomplissement. Il avait été arraché du mur. Le verre était brisé, à travers le design autrefois magnifique, des traits de crayon rouge et bleu couraient sauvagement dans toutes les directions. Des parties étaient déchirées, irréparables. Quelque chose s'est brisé en moi. Il n'y a pas eu de larmes, seulement une rage froide et brûlante montant des profondeurs de ma poitrine. Manon, c'est donc jusque-là que tu es prête à aller. Tu piétines mes rêves. Tu déchires ma fierté et tu utilises tes enfants comme bouclier. Plus de pitié. Toi et les parents qui t'ont couvé toute ta vie allaient payer pour ça. Calmement, j'ai plongé la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. Je l'ai pointé vers l'œuvre d'art ruinée et j'ai pris une photo. Un par un, j'ai commencé à documenter la dévastation dans toute la maison. Les dessins sur les murs, les rayures sur le parquet, la nourriture renversée et les jouets, les taches dans la cuisine. Chaque image était une nouvelle pièce à conviction. Soigneusement, méthodiquement collectée. Quand j'ai enfin fini de prendre des photos, quelque chose m'est soudainement venu à l'esprit. La caméra de sécurité. Quand j'ai fait construire cette maison, j'avais installé une caméra de surveillance haute performance devant la porte d'entrée pour la sécurité. J'ai rapidement ouvert l'application et accédé aux enregistrements. C'était là, la vidéo de l'heure exacte où j'étais absente. Sur l'écran de mon téléphone est apparue une vue familière, la façade de ma maison, calme sous le soleil de l'après-midi. J'ai appuyé sur lecture. À 13h15, la voiture de Manon s'est garée doucement dans l'allée. C'était le moment précis où j'étais encore en réunion avec mon client. Elle est sortie de la voiture avec désinvolture, comme si elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant, et a commencé à ouvrir les portes arrière l'une après l'autre. Comme si elle déchargeait une cargaison, elle a fait sortir ses 6 enfants un par un. Chaque enfant est sorti, tenant un jouet ou un goûter, comme s'il savait exactement quoi faire. Puis Manon a pris une feuille de papier blanche sur le siège passager le mot et s'est dirigée tout droit vers ma porte d'entrée. Et là, chose incroyable, elle a sorti une clé de sa poche et a ouvert la porte avec aisance. Une clé ? Quand est-ce qu'elle ? Puis je me suis souvenu. Quelques semaines plus tôt, une de mes clés avait disparu de mon porte-clés après qu'elle fût venue déposer les enfants. Elle était réapparue plus tard sur la table, et j'avais mis ça sur le compte d'une farce d'enfant. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait utilisé ce moment pour faire un double. Tout avait été planifié. Dans la vidéo,
Manon est ressortie de ma maison quelques secondes plus tard. Elle s'est penchée, a dit quelque chose aux enfants, puis les a tous poussés à l'intérieur. Sans entrer elle-même, elle a claqué la porte. Puis elle est remontée dans sa voiture et est partie à toute vitesse sans se retourner. J'ai arrêté la lecture de la vidéo. Je n'avais pas besoin de me demander où elle était allée. Je le savais déjà. Sans doute était-elle déjà en train de courir pleurer chez nos parents, leur racontant que Camille est méchante, elle refuse de garder les enfants, mais je m'en moquais désormais. Ce n'était plus une querelle de sœurs. C'était un délit. Et cette fois, elle ne s'en sortirait pas avec des paroles. Sur l'écran de mon téléphone, la voiture de Manon était clairement visible, jusqu'à la plaque d'immatriculation. J'ai téléchargé la vidéo sur le cloud pour la sauvegarder, puis j'ai ouvert le clavier de mon téléphone. Sans hésitation, j'ai composé un numéro précis. Les quelques secondes avant que l'appel ne se connecte furent les moments les plus calmes mais les plus résolus de ma vie. Urgence, police, secours, j'écoute. Une voix calme a parlé à l'autre bout du fil. Ce n'est que 10 minutes après avoir raccroché que j'ai vu les gyrophares bleus à travers la fenêtre. Une voiture de police était arrivée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. 2 agents se tenaient là. « Êtes-vous mademoiselle Camille Dubois ? Nous avons reçu un signalement concernant un incident ici. » J'ai hoché la tête et je les ai conduits à l'intérieur. Quand ils ont vu l'état du salon, les 2 hommes sont restés silencieux un instant. « C'est un sacré désordre », a murmuré l'un d'eux en regardant les gribouillages sur le mur. Je leur ai silencieusement tendu le mot manuscrit de Manon, qui était toujours sur la table à manger. Un officier a enfilé des gants, l'a pris avec précaution et l'a lu. Quand il a fini, son expression était un mélange d'incrédulité et d'exaspération. « Votre sœur. Elle a laissé ses enfants ici ? » ?»« Oui. Et voici la vidéo qui le prouve. » Je leur ai montré l'enregistrement de sécurité sur mon téléphone. Toute la scène de Manon déverrouillant la porte avec le double des clés, poussant les enfants à l'intérieur et partant en voiture. Les 2 agents ont regardé l'écran attentivement, leur visage se durcissant à mesure que la vidéo défilait. Quand elle s'est terminée, l'un d'eux a parlé d'un ton grave. « C'est un cas sérieux de délaissement de mineurs et de violation de domicile. Vous avez bien fait de nous appeler. Pour votre bien et pour celui des enfants. » Ces mots ont dénoué quelque chose de serré en moi. Pour la première fois de la journée, j'ai expiré légèrement. Nous allons contacter les parents nous-mêmes. Et dans des situations comme celle-ci, nous sommes tenus de le signaler aux services sociaux. Une assistante sociale sera bientôt là. Comme il l'avait dit, quelques minutes plus tard, une femme calme et à l'allure professionnelle est arrivée à ma porte. C'était une employée de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Elle s'est agenouillée et a parlé doucement aux 6 enfants blottis dans le coin du salon. Je sais que ça doit faire peur, mais tout va bien se passer maintenant. Après avoir échangé quelques mots discrets avec les policiers, elle s'est tournée vers moi. Les enfants vont être placés en foyer d'accueil d'urgence pour ce soir. Leur bien-être émotionnel est notre priorité absolue. Vous devriez prendre un peu de temps pour vous reposer aussi. Suivant ces directives, les enfants ont été escortés dehors par les officiers. Alors qu'ils partaient, le plus jeune garçon s'est retourné, la voix tremblante. « Elle est où maman ?» Cette simple question m'a frappé en plein cœur. Ils n'avaient rien fait de mal. La faute incombait entièrement à leur mère, Manon, et aux adultes qui l'avaient laissé faire. Une fois la maison revenue au silence, j'ai laissé échapper un long soupir. 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné brusquement. Le nom sur l'écran, Maman. Sentant l'orage qui était sur le point d'éclater, j'ai appuyé sur le bouton de réponse. « Camille, qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» La voix perçante et hystérique à l'autre bout a failli me percer le tympan. La police avait dû déjà la contacter. Il n'y avait pas une trace d'inquiétude pour les enfants dans son ton. Seulement une colère brute et des accusations dirigées contre moi. « Tu n'as pas pitié de Manon ? Elle est enceinte et elle a déjà traversé tant d'épreuves. Maman, s'il te plaît, calme-toi et écoute. Manon a commis un délit. Elle a abandonné ses enfants,
est entré par effraction chez moi et a détruit ma propriété. Ce que j'ai fait était la réponse légale et nécessaire. Mon explication calme n'a fait qu'alimenter son indignation. Un délit? Tu es sérieuse? Juste parce que ta maison est un peu en désordre, tu traites ta propre sœur de criminelle? Tout ce qu'elle demandait, c'était un peu d'aide. Tu vis seule dans ce grand pavillon de luxe. C'est si difficile de surveiller tes nièces et neveux pendant un moment? Tu es si froide, si égoïste. Bien sûr, il n'avait pas changé. Pas d'un pouce. Ça avait toujours été comme ça. Peu importe à quel point je travaillais dur, peu importe combien j'endurais, Manon était toujours celle qu'on louait et qu'on plaignait. Chaque fois que j'essayais de parler, on me grondait d'être égoïste. Chaque fois que Manon faisait une erreur, quelqu'un d'autre était toujours blâmé. Tu es la fille aînée. Tu devrais être celle qui endure. Combien d'injustices avais-je avalé à cause de ces mots? Je me demande qui est vraiment l'égoïste ici, ai-je répondu calmement, mais fermement. Alors, où est Manon maintenant? Laisse-moi deviner. Elle est chez toi, n'est-ce pas? J'ai entendu ma mère halter à l'autre bout de la ligne. Quelques secondes de silence se sont écoulées avant qu'elle ne réponde, la voix tremblante. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'est enfuie quelque part parce que tu l'as poussée à bout. S'il arrive quelque chose à Manon, comment vas-tu prendre tes responsabilités? J'ai laissé échapper un rire court et amer. Bien sûr, même maintenant, même après tout ça, ils étaient toujours les mêmes. C'est vous qui avez élevé Manon pour qu'elle devienne le monstre qu'elle est aujourd'hui. J'ai fini. J'ai fini d'être votre fille modèle, votre grande sœur bien pratique. Ça s'arrête aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as entendu. Je ne vais plus tolérer ça. Manon et les parents qui ont fait d'elle ce qu'elle est, vous serez tous tenus pour responsables. Ne me contactez plus jamais. Avant qu'elle ne puisse hurler un autre mot, j'ai raccroché. Quelques instants plus tard, mon téléphone s'est remis à vibrer. Cette fois, c'était mon père. J'ai rejeté l'appel. Puis j'ai éteint mon téléphone, je me suis enfoncée dans le canapé et j'ai expiré lentement. À ma grande surprise, je me sentais complètement calme. Il n'y avait pas de chagrin, pas de tristesse de perdre ma famille, seulement de la résolution, une détermination tranquille à récupérer ma dignité et ce qui me revenait de droit. Le lendemain matin, je me suis rendue dans un cabinet d'avocats. Maître Hansen a écouté toute mon histoire sans m'interrompre, du début à la fin, avec un calme professionnel mesuré. J'ai étalé les preuves, les photos que j'avais prises, la vidéo de surveillance et une copie du mot de Manon. Elle a examiné chaque élément attentivement, ses sourcils se fronçant de plus en plus. C'est consternant, totalement unilatéral et malveillant. Après avoir examiné tous les documents, elle a murmuré doucement. Je ne cherche pas la clémence. Je veux que ma sœur soit punie conformément à la loi, et je veux une indemnisation complète pour les dommages qu'elle a causés. Elle a hoché la tête fermement à mes mots. Je comprends parfaitement. Voici comment nous allons procéder. L'enquête pénale est gérée par la police et l'ASE, mais nous allons également nous constituer partie civile pour couvrir le coût des réparations. Le remboursement des biens détruits et les dommages et intérêts pour votre préjudice moral. Elle a étalé un document sur la table. Pour les dégâts matériels, nous ferons faire un devis par un expert. Quant au préjudice moral, la violation de votre sanctuaire privé, la destruction du rêve de votre vie, la jurisprudence suggère que nous pouvons demander une somme substantielle. Ce n'est pas juste une question d'argent, Camille. C'est pour affirmer la valeur de votre dignité. Ces mots ont balayé les dernières traces d'hésitation dans mon cœur. Nous assisterons également pleinement à la procédure pénale. Quelle que soit la défense tentée par la partie adverse, la vidéo de sécurité est une preuve irréfutable à la fois du délaissement et de la violation de domicile. C'est franchement un dossier très solide. Merci. C'est rassurant. Mais Camille, comprenez bien ceci. En faisant cela, vous faites de votre famille vos adversaires au tribunal. Êtes-vous prête pour cela? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Je n'ai pas hésité une seconde. Absolument. Et sur ce, j'ai signé le contrat.
C'était le début de ma contre-attaque formelle et totale contre Manon. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Le numéro affiché était inconnu. International. Prudente, j'ai répondu. Une voix à laquelle je ne m'attendais pas s'est fait entendre, basse et contenue. Camille, c'est moi, Paul. C'était le mari de Manon. Mais son ton ne ressemblait pas à l'homme joyeux dont je me souvenais. Sa voix était lourde, retenue, presque brisée. Paul, comment as-tu eu ce numéro? L'ASE m'a contacté. Ils m'ont dit ce qui s'est passé. Que Manon a abandonné les enfants chez toi et que tu as appelé la police. Est-ce que tout est vrai? Sa voix n'était pas en colère. Elle était épuisée, remplie d'un désespoir silencieux. Oui, dis-je doucement. Chaque mot est vrai. Il a laissé échapper un long soupir de lassitude. Je vois. C'est donc finalement arrivé. Les mots portaient à la fois de la résignation et un étrange sentiment d'acceptation. Camille, je suis désolée. Vraiment. Je savais. Je savais combien tu t'étais sacrifiée pour Manon et les enfants. Et j'ai choisi de détourner le regard. Je n'arrêtais pas de me dire qu'elle se calmerait un jour, que les choses s'amélioreraient. J'ai été un imbécile. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai attendu, écoutant en silence alors qu'il continuait, sa voix s'éteignant presque dans un murmure. Mais je n'avais jamais réalisé à quel point c'était profond. Ses dépenses, ses mensonges, son irresponsabilité totale en tant que mère. Je ne savais pas que Manon était tombée aussi bas. Je travaille outre-mer depuis des années, je sers mon pays, j'envoie presque tout ce que je gagne à la maison. Je viens d'apprendre par le rapport des services sociaux que l'argent que j'envoyais n'était pas du tout utilisé pour les enfants. Il a été flambé dans des sacs de créateurs et des soins de beauté. Cette fois, elle a franchi une ligne qui ne pourra jamais être effacée. Je pouvais entendre le tremblement dans la voix de Paul. J'ai demandé un congé d'urgence. Dès qu'il sera approuvé, je rentre en France, et quand je le ferai, je divorce de Manon. Ces mots étaient abrupts, mais il n'y avait aucune hésitation dans son ton. Je suis vraiment désolée pour tout ce dans quoi tu as été entraînée. Mais j'ai une chose à te demander, Camille. Je me battrai pour la garde des enfants quoi qu'il arrive. En attendant, s'il te plaît, protège-les. Garde-les en sécurité. C'était une prière sincère et désespérée, l'acte final d'intégrité d'un père. Je pouvais sentir sa résolution, et j'ai hoché la tête silencieusement. Cet appel a marqué un tournant. Ma bataille n'était plus seulement pour récupérer ma propre dignité. C'était devenu un combat pour la justice, un combat pour sauver 6 enfants innocents de leur mère négligente et les rendre à un père qui avait encore le courage de s'en soucier. Ce week-end-là, dans l'après-midi, des coups violents ont brisé le calme de ma maison. Boum, boum, boum. Chaque coup contre la porte résonnait comme le tonnerre. Quand j'ai vérifié le moniteur, je les ai vus. Manon, le visage déformé par la fureur, et derrière elle, mes parents. La plainte avait dû leur parvenir. Donc, Manon se cachait chez eux depuis le début. Le mensonge de ma mère était totalement exposé. J'ai expiré lentement, puis j'ai marché vers la porte. Au moment où je l'ai ouverte, Manon s'est jetée en avant, criant comme si elle voulait me griffer. Camille, tu es sérieuse? Tu poursuis vraiment ta propre sœur en justice? As-tu complètement perdu la tête? La seule qui a perdu la tête, c'est toi, Manon. Tu as abandonné tes enfants dans ma maison, et tu oses me faire la leçon sur la famille? Mon ton calme et tranchant l'a réduite au silence un instant, mais ma mère est rapidement intervenue pour la défendre. Comment peux-tu dire des choses pareilles? Manon est venue te demander de l'aide et au lieu d'être là pour elle, tu as appelé la police et maintenant ce procès. Essaies-tu de détruire cette famille? La détruire? J'ai croisé son regard franchement. Je n'ai rien détruit. Vous l'avez fait. C'est vous qui avez laissé le comportement de Manon sans contrôle. Qui avez regardé ailleurs, qui avez blâmé tout le monde, et maintenant vous me condamnez, moi, la victime. C'est vous qui avez pourri cette famille. Pourquoi toi? Mon père, qui était resté silencieux jusque-là, s'est avancé, le visage rouge cramoisi.
Tu te dis grande sœur, et pourtant tu ne veux même pas aider ta propre sœur, espèce de sale ingrate. As-tu la moindre idée de qui t'a élevé? Cette phrase finale a brisé quelque chose en moi. La dernière porte de mon cœur s'est ouverte en grand. La gratitude? J'ai remboursé chaque once de gratitude que je devais. J'ai fini d'être votre bouc émissaire. J'ai regardé chacun d'eux tour à tour. Ma sœur, ma mère, mon père. Le choc, la colère, et à peine une trace de peur ont traversé leur visage. Sortez. Quittez ma propriété maintenant. Si vous continuez à violer ma propriété, je n'hésiterai pas à rappeler la police. J'ai fermé la porte fermement, avec finalité. Leurs cris étouffés ont continué de l'autre côté, mais plus rien de tout cela ne m'atteignait désormais. Ce jour-là, j'ai coupé le dernier lien du sang qui m'avait enchaîné toute ma vie. Quelques semaines plus tard, la bataille judiciaire a commencé. La vidéo de sécurité était indéniable. Le délit de Manon a été exposé aux yeux de tous. Quand la preuve a été diffusée, Manon et mes parents étaient assis, pâles et sans voix, la vérité ne leur laissant nulle part où fuir. Le verdict, victoire totale. Manon a perdu la garde de ses enfants, et le tribunal a accordé à Paul l'autorité parentale exclusive. Ma constitution de partie civile a également été validée sur presque tous les points. Manon a été condamnée à payer l'intégralité des coûts de réparation de la maison, à remplacer les œuvres d'art et les meubles détruits, et à me verser des dommages et intérêts pour le traumatisme émotionnel qu'elle avait causé, un montant que le juge a qualifié de substantiel. À la sortie du tribunal, Paul attendait avec ses 6 enfants. Sa voix s'est brisée lorsqu'il a parlé. Camille, merci. Vraiment, sans toi, je n'aurais jamais pu les sauver. Les enfants se blottissaient contre lui, encore incertains, mais soulagés. En sécurité enfin, ils allaient commencer une nouvelle vie ensemble, loin du chaos. En regardant leur petite silhouette courir vers leur père, j'ai su avec une certitude absolue que mon combat avait été juste. Après le divorce, Manon a donné naissance à son 7e enfant. Elle vit maintenant seule en tant que mère célibataire. Mais le poids écrasant des dommages et intérêts et des frais juridiques l'a laissée ruinée. La vie glamour qu'elle affichait sur les réseaux sociaux, ces images soignées de maternité parfaite, tout a disparu. Ses comptes, autrefois remplis de photos souriantes et de marques de luxe, ont été entièrement supprimés. Quant à mes parents, ils ont vendu leur maison familiale pour couvrir ses dettes et survivent maintenant dans un petit appartement. Leurs années de retraite sont passées à payer pour la fille qu'ils ont refusé de discipliner. Ils m'ont un jour traité d'ingrate. Maintenant, ils ont tout donné pour protéger l'enfant qui les a détruits. Et étrangement, je ne ressens aucune pitié. C'est simplement la conséquence naturelle de leur choix. Ce que j'avais gagné, c'était une confiance inébranlable que personne ne devrait jamais s'immiscer dans ma vie, pas même la famille. Et surtout, j'ai retrouvé un quotidien irremplaçable, calme et paisible.